Le soleil matinal se levait lentement sur le village poussiéreux d'Elmbrook, projetant de doux rayons dorés sur les toits pentus et les clôtures en ruine. Ici, la vie s'écoulait selon un rythme calme et prévisible, seulement interrompu par quelques ragots qui flottaient sur la place du marché comme de la fumée. Et au centre de tout cela, évoluant discrètement parmi la foule, se trouvait Amira. Portant un panier tressé en équilibre sur sa hanche, elle enjambait prudemment les flaques d'eau de la pluie nocturne. Ses chaussures, usées sur les bords, claquaient doucement sur la route boueuse. Chaque matin, c'était pareil, acheter des herbes, vendre quelques bottes au marché et rentrer précipitamment avant que les riches citadins ne leur lancent des regards perçants. Voilà la jeune fille vierge, ricana quelqu'un depuis une cabine. Amira se raidit, mais continua d'avancer, le menton légèrement relevé. Elle connaissait ses voix. Les ricanements. Elle riait toujours derrière leurs mains, pensant qu'elle ne les entendait pas, trop bien pour un homme, murmura une autre femme, assez fort pour qu'Amira l'entende. Elle mourra seule avec ses plantes. Les mots lui semblèrent s'infiltrer dans le cœur comme du papier de verre. Mais Amira ne répondit jamais. Elle avait appris depuis longtemps que certaines batailles se gagnaient par le silence. Au bord de la place, elle s'arrêta devant une vieille vendeuse de racines de gingembre. Tirant quelques pièces de son châle usé, Amira sourit doucement. 3 paquets, s'il vous plaît, Mama Binta, dit-elle. La vieille femme, dont le visage ridé s'adoucit à la vue d'Amira, secoua la tête. Prends en 4, mon enfant. Votre gentillesse est déjà bien méritée. Amira hésita. Son orgueil luttait contre sa gratitude. Je ne peux pas. Tu peux et tu le feras, dit fermement Maman Binta en fourrant un paquet supplémentaire dans son panier. Puis, plus doucement, presque comme une bénédiction, le monde ne mérite pas un cœur comme le tien, ma petite. Garde-le précieusement. Amira cligna rapidement des yeux, ravalant la boule qui lui serrait la gorge. Elle s'inclina légèrement. Merci. En se retournant pour partir, elle aperçut son reflet dans une vitrine fissurée, une robe marron simple, un foulard délavé noué autour des cheveux et un regard trop sérieux pour quelqu'un de seulement 19 ans. Pas de bijoux. Pas de parfum. Pas d'homme à ses côtés. Que des rêves. Des rêves qu'elle n'osait murmurer que seule, comme ouvrir sa propre boutique de plantes médicinales. Pas une boutique de luxe. Juste un endroit où elle pourrait soigner les gens comme sa mère l'avait guéri autrefois, avant que la maladie ne l'emporte. Je le ferai, maman, murmurait-elle la nuit, les yeux fixés sur le plafond en bois au-dessus de son lit. Un jour, je ne sais comment. À la maison, son père attendait, plus mince qu'avant, sa main puissante tremblant lorsqu'il essayait de soulever la cruche d'eau. Elle le trouva assis sur le porche, sculptant de minuscules animaux en bois, un passe-temps qui lui rapportait à peine quelques pièces. « Tu as eu le romarin, Amira ?» demanda-t-il, la voix éraillée par des années de dur labeur. « J'en ai eu un peu plus aujourd'hui, » dit-elle en s'agenouillant pour lui montrer son panier. Mama Binta insista. Il sourit, la fierté brillant dans ses yeux fatigués. « C'est parce que tu es meilleur que nous tous réunis. » Elle rit doucement. « Je suis juste têtu, papa. » Non, dit-il en tendant la main pour lui remettre une mèche de cheveux derrière l'oreille. Tu es pure, Amira, au sens où l'on a oublié ce que signifie la pureté. Ces mots lui réchauffèrent la poitrine, tout en suscitant une douleur douce amère. Pureté. Innocence. On aurait dit des bénédictions dans la voix de son père, mais des malédictions dans la bouche des autres. Ce soir-là, tandis que le ciel se fondait en traînées roses et violettes, Amira était assise près de la fenêtre, écrasant des feuilles de lavande entre ses doigts. Le parfum montait, vif et doux, emplissant la petite maison. Au-delà des champs, les rires résonnaient, les familles aisées se rassemblant pour leur festin hebdomadaire. Personne ne l'inviterait. Personne ne l'a jamais fait. Mais, curieusement, assise là, avec son père fredonnant une vieille berceuse en fond sonore, elle ne se sentait pas pauvre. Elle se sentait riche d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Elle ferma les yeux, laissant le parfum de la lavande envelopper ses rêves. Un jour, se promit-elle. Un jour, il verrait. Pas pour la soie qu'elle portait. Pas pour les bagues à ses doigts. Mais pour la force qu'elle portait en elle. Un jour, on la verrait. Non pas comme la jeune fille vierge. Mais comme Amira, la jeune fille qui se tenait droite quand le monde essayait de la rapetisser. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un, quelque part, la regarderait vraiment. Et n'y verrait pas une plaisanterie, pas un prix,
pas une erreur. Mais une reine déguisée. La Maserati noire fendit la campagne poussiéreuse telle une ombre en mouvement, semant les regards curieux dans son sillage. Dans un endroit où charrette à cheval et moto rouillées régnaient en maître, cette voiture élégante était une étrangère, un murmure d'un monde que la plupart des villageois ne pouvaient qu'imaginer. À l'intérieur, Léon Harrington était assis derrière les vitres teintées, le visage glacial et indifférent. À 31 ans, Léon avait déjà conquis des secteurs dont la plupart des hommes ne rêvaient que, l'immobilier, la technologie. Énergie. Ses rivaux le surnommaient le roi fantôme, un homme capable de détruire des empires sans même mettre les pieds dans une salle de réunion. Ses admirateurs le qualifiaient de génie. Ses ennemis le qualifiaient d'impitoyable. Mais Léon se disait fatigué. Fatigué des sourires creux. Fatigué des femmes qui ne voyaient que son portefeuille. Fatigué de vivre dans une cage dorée. Monsieur, son assistant, Thomas, lui dit depuis le siège avant, nous arriverons au terrain proposé dans 20 minutes. Léon ne répondit pas. Ses doigts tambourinaient légèrement sur le siège en cuir, l'esprit ailleurs. Il se souvenait du gala de la veille, un autre défilé sans âme de visage peint et de rire faux. Léon, mon chéri, avait ronronné une femme en lui serrant le bras. Épouse-moi et je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde. Il avait souri poliment, s'était excusé et était parti, comme à son habitude. À quoi bon? L'argent les attirait comme les papillons vers la flamme, mais personne n'a jamais vu l'homme derrière la fortune. Personne n'a jamais demandé pourquoi il ne riait jamais. Pourquoi il n'aimait jamais. Léon regardait par la fenêtre les champs à perte de vue, les maisons simples, les enfants pieds nus, les femmes étendant leurs vêtements au soleil. Un monde différent. Un monde oublié. Et, d'une certaine manière, cette vision lui fit mal à la poitrine. Arrivé dans la petite ville près d'Ambrook, Thomas gara discrètement la voiture près d'un café délabré. Léon en sortit, ajustant ses lunettes de soleil noires, son costume sur mesure bien trop élégant pour la rue poussiéreuse. Les têtes se tournèrent aussitôt. Des murmures flottaient dans la brise. Qui est-ce? Il a l'air riche. Peut-être qu'il est perdu. Léon les ignorait. Il avait l'habitude d'être observé, mais pour de mauvaises raisons. Il entra dans le café, un petit endroit modeste avec des tables bon marché et une odeur de café fort. La serveuse derrière le comptoir le regarda en clignant des yeux. On ne sert pas les citadins qui ont du caractère, le taquina-t-elle, ne le reconnaissant pas du tout. Pour la première fois depuis des semaines, Léon ricana d'un rire sec et sincère. Je vais bien me tenir, dit-il en se glissant dans un coin. En attendant, il observa les gens autour de lui, leur façon de plaisanter, de se chamailler, de rire sans crainte d'être jugé. Réel. Brut. Non poli. Quelque chose en lui se tordit douloureusement. À quand remonte la dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose de vaguement réel? Thomas s'approcha discrètement, une tablette à la main. Monsieur, les documents fonciers que vous avez demandés. Léon fit un geste de la main. Plus tard. Thomas hésita. Si je puis me permettre, tu sembles différent ici. Léon haussa un sourcil. Différent. Moins. Blindé. Léon s'autorisa un petit sourire, qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Peut-être que j'en ai juste assez de faire semblant, murmura-t-il. Thomas hocha la tête, sentant que ce n'était pas le moment d'insister. Ce soir-là, Léon marchait seul dans les ruelles étroites du village, les mains dans les poches. Les étoiles brillaient plus fort ici, loin des lumières de la ville, pures et intenses. Il s'arrêta près d'un pont en ruine où quelques enfants essayaient d'attraper des lucioles dans des bocaux en verre, leur rire illuminant l'obscurité. Une petite fille courut vers lui et le tira par la manche. « Monsieur, vous avez l'air triste, dit-elle sans détour. Léon cligna des yeux. Triste. On le qualifiait généralement d'intimidant, d'imposant, d'impitoyable. Jamais triste. Il s'accroupit à sa hauteur, souriant faiblement. Peut-être que je le suis. Elle lui offrit son bocal, contenant une luciole lumineuse. Prends-le, dit-elle. Ça te fera sourire. Léon hésita, puis accepta prudemment le pot. Merci, murmura-t-il, la gorge serrée. La fille rayonna et retourna en courant vers ses amis. Léon resta là un long moment, à fixer la petite lumière qui clignotait à l'intérieur du verre. Une si petite chose. Une si petite gentillesse. Et pourtant,
cela le transperça plus profondément que tous les diamants, yachts et toasts au champagne qu'il avait jamais connus. De retour à l'auberge où il séjournait, il s'assit près de la fenêtre, fixant la luciole sous le paquet de candeur. Il savait qu'il était un homme craint par des millions de personnes, assez puissant pour soumettre les villes à sa volonté. Et pourtant, ce soir, il se sentait petit. Humain. Affamé de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Le véritable amour. La vraie loyauté. Pas achetée. Pas négociée. Mais de telles choses existaient-elles encore? Léon s'adossa à sa chaise et ferma les yeux. Quelque part, pensa-t-il, il y avait peut-être quelqu'un que la cupidité et les paillettes n'avaient pas touché. Quelqu'un d'assez authentique pour voir au-delà du milliardaire et voir l'homme brisé qui se cachait en lui. Il ne savait simplement pas s'il la retrouverait un jour. Ou si, après toutes ces années, il le méritait. L'orage s'est abattu sans prévenir. Un instant, le ciel était dégagé. L'instant d'après, de lourds nuages noirs engloutissaient l'horizon, et la pluie tombait en torrents impétueux. Léon murmura tandis que sa Maserati tremblait et s'arrêtait péniblement sur la route boueuse du village. Parfait, murmura-t-il en claquant la portière pour se protéger du vent hurlant. Son téléphone n'avait aucun réseau. Pas de service. Pas d'assistant. Juste lui, coincé comme un idiot dans un endroit où personne ne connaissait son nom. Léon resserra sa veste et se dirigea vers les faibles lumières qui vacillaient au loin. Lorsqu'il arriva sur la place du village, ses chaussures de luxe étaient trempées et ses cheveux lui collaient au front. Il aperçut un modeste bâtiment en bois, dont l'enseigne se balançait sauvagement sous la tempête, intacte. Il poussa la porte, la clochette au-dessus tintant faiblement. La chaleur intérieure le recouvrit comme une douce couverture. Un parfum d'épices, de fumée de bois et de douceur flottait aussi lourdement dans l'air. Quelques villageois se rassemblaient autour des tables, échangeant des histoires à voix basse. Personne ne lui prêtait vraiment attention, à l'exception de la jeune fille qui essuyait le comptoir. Un miroir. Elle leva les yeux vers lui, le regard calme et posé, sans l'éclat gourmand qu'il avait l'habitude de voir. Sans cérémonie, elle désigna une table près de la fenêtre. « Asseyez-vous. Tu dégoulines sur mon sol. » Léon cligna des yeux. Lui, Léon Harrington, venait de recevoir des ordres d'une fille en robe bleue délavée. Et pourtant, cela ne le dérangeait pas. Il s'approcha de la table, l'ogiclant dans ses chaussures, et s'assit lourdement. Un miroir saisit une serviette derrière le comptoir et la lui lança sans en manquer une miette. « Séchez-vous avant d'abîmer la chaise aussi. » Léon l'attrapa en plein vol, une claque hésitante lui tirant les lèvres. Brutal. Honnête. Aucune peur. Il l'aimait déjà. Quelques minutes plus tard, un miroir réapparut avec un bol de ragoût fumant et un morceau de pain. Elle le déposa devant lui, sans la fécondité habituelle à laquelle il s'était habitué en ville. Pas de menu. Pas de plainte, dit-elle en posant une tasse de thé ébréché. Mange-la ou pas, Léon fixa la nourriture, puis elle. Tu n'essaies pas de m'impressionner, demanda-t-il en haussant un sourcil amusé. Un miroir haussa les épaules. Tu es trempé, tu as froid et tu as l'air malheureux. Que veux-tu de plus? Léon laissa échapper un rire bas et sincère, le premier depuis ce qui lui sembla des mois. C'est juste, dit-il. Il prit la cuillère et goûta le ragoût. C'était copieux, simple, épicé juste comme il faut. Meilleur que tout ce qu'il avait mangé dans les restaurants 5 étoiles de la ville. Il leva de nouveau les yeux vers elle, l'observant sans le vouloir. Pas de maquillage. Pas de bijoux. Juste des yeux marron clair, des pommettes hautes et une certaine dignité dans son maintien, même dans des vêtements simples. Il y avait en elle une douceur, non pas une faiblesse, mais une force tranquille. Il se surprit à dire, « C'est toi qui diriges cet endroit. » Un miroir lui lança un regard en coin. À temps partiel. J'aide le vieux monsieur Cobb quand il est trop fatigué. Léon hocha lentement la tête. Pas de vantardise. Pas de flirt. Juste des faits simples, dit sans honte. Et toi, demanda-t-elle en croisant les bras. Qu'est-ce qui t'amène au milieu de nulle part, dans une tempête pareille? Léon hésita. Il aurait pu lui parler des milliards, des conseils d'administration, de l'Empire. Mais pour une raison inconnue, ces mots lui semblaient déplacés. Je ne faisais que passer, dit-il simplement. Elle renifla légèrement, comme si elle ne le croyait pas, mais ne s'en souciait pas suffisamment pour discuter.
Eh bien, il te faut une chambre. La voiture ne sera pas réparée ce soir, dit-elle en désignant un escalier branlant à l'arrière. Léon acquiesça. Merci. Le miroir ne souriait pas. Mais il y avait une chaleur dans ses yeux, celle qui disait qu'elle n'avait pas aidé parce qu'elle le devait. Elle l'aidait, car c'était sa nature. À mesure que la soirée avançait, la tempête frappait les fenêtres et l'auberge se vidait peu à peu. Léon restait dans son coin, sirotant son thé, l'observant de l'autre côté de la pièce. Il y avait de la grâce dans ses gestes, une fierté discrète dans sa façon de nettoyer les tables, de réparer les chaises et de s'occuper d'un vieil homme qui arrivait en boitant, trempé et toussant. Elle les traitait tous de la même manière, riches, pauvres, vieux, jeunes. Avec respect. Sans calcul. Réel. La poitrine de Léon se serra de façon inattendue. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait soif de quelque chose de réel jusqu'à ce soir. Il resta jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa promenade, jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que le monde extérieur devienne noir et silencieux. Finalement, un miroir apparut, jetant une clé sur sa table. Chambre 2. Ne vous attendez pas au service en chambre, dit-elle, à moitié taquine. Léon se leva et empocha la clé. Il hésita, puis dit doucement, merci, Amira. Elle se figea. Il le vit, la lueur de surprise dans ses yeux lorsqu'il prononça son nom, même si elle ne le lui avait pas dit. Comment? Léon haussa les épaules. Tu es le seul à ne pas te cacher derrière un sourire. Facile à repérer les vrais. Amira le fixa encore un instant, une expression indéchiffrable traversant son visage. Puis elle se détourna sans un mot, disparaissant derrière le comptoir. Léon la regarda partir, un sentiment étrange et inconnu s'installant au plus profond de sa poitrine. Le respect. Ni désir, ni conquête, ni respect. Et pour la première fois depuis des années, Léon Harrington se demanda si, peut-être, il n'était pas tombé au bon endroit. Au bon moment. La tempête était passée, mais l'esprit de Léon restait agité. Le lendemain matin, il était assis au fond de l'auberge Brook, un simple café noir refroidissant sur une torche devant lui, tandis qu'il tapotait sur son téléphone, parcourant les archives publiques du village. Amira. Aucun nom de famille n'était inscrit. Pas de scandale. Pas d'antécédents matrimoniaux. Pas de dette. Juste quelques références, aider à la clinique, faire du bénévolat pendant les inondations de l'année dernière, cultiver des herbes pour la vieille apothicaire. Pas de vanité. Pas de squelette. Pur à tous égards. Léon se pencha en arrière et expira lentement. Dans son monde, chacun avait un prix. Tout le monde portait un masque. Mais pas elle. Et plus il essayait de l'intégrer dans le schéma qu'il connaissait, manipulation, intention cachée, plus elle lui filait entre les doigts comme l'eau de pluie. En fin d'après-midi, Léon avait pris sa décision. Il l'aiderait, la soutiendrait. La protéger des vautours qui, il le savait, rôderaient un jour, surtout lorsqu'ils découvriront le joyau caché dans ce village oublié. Mais comment? Il ne pouvait pas vraiment lui dire, je suis milliardaire et j'ai décidé que tu valais la peine d'être sauvé. Même l'idée lui semblait ridicule. Il s'habilla donc simplement, un jean et une chemise noire unis, et retourna à l'auberge, où Amira replantait des herbes fanées dans le petit jardin derrière le bâtiment. Elle portait une robe simple, tachée de terre à l'ourlet, et ses mains étaient couvertes de terre. Pourtant, elle était radieuse. Réelle. Léon s'éclaircit la gorge en s'approchant. Amira leva les yeux, se protégeant les yeux du soleil. Encore toi, dit-elle, sans méchanceté. Mon horrible ragoût ne t'a pas fait peur? Léon rit doucement. Au contraire. Le meilleur repas que j'ai mangé depuis des années. Elle sourit, un bref instant, avant de reprendre sa promenade. Il hésita. Comment un homme comme lui, habitué aux contrats et aux négociations, pouvait-il proposer quelque chose sans que cela ressemble à une transaction? Finalement, il prit la parole. Je veux vous aider, dit-il simplement. Amira lui jeta un regard en coin. À l'aide? Oui. Il s'agenouilla près d'elle, ignorant la saleté qui tachait son jean de créateur. Tu as des rêves, n'est-ce pas? Peut-être une entreprise. Une boutique. Elle se raidit légèrement, la suspicion assombrissant son regard. Léon insista. Je peux t'aider à le construire. Tout ce dont tu as besoin.
Amira s'essuya les mains sur son tablier et se leva lentement. Son langage corporel changea, méfiant, sur ses gardes. Et pourquoi, dit-elle prudemment, un inconnu voudrait-il aider la pauvre villageoise? Léon se leva aussi, s'essuyant les mains. Parce que tu mérites mieux, dit-il doucement. Tu mérites une vie où tu n'auras pas à lutter chaque jour pour survivre. Amira croisa les bras fermement sur sa poitrine. À quel prix? Léon cligna des yeux et la reprit. Aucun prix. Mais elle se contenta d'un rire sec et amer auquel il ne s'attendait pas. Il y a toujours un prix à payer, dit-elle. Surtout quand des hommes riches viennent lui proposer leur aide. Léon ouvrit la bouche, puis la referma. Comment pouvait-il la blâmer? Combien d'autres avaient fait des promesses pour ensuite exiger un paiement plus tard, de manière trop odieuse pour être décrite? Pourtant, il fit un pas en avant, baissant la voix. Je ne te demande rien, Amira. Il hésita, les mots inconnus lui semblèrent rauques. Je veux juste te voir libre. Amira le fixa longuement, intriguée, comme si elle cherchait à percer son beau visage et sa douce voix, à comprendre ce qui se cachait en dessous. Puis, lentement, le cœur brisé, elle secoua la tête. Non. Léon tressaillit comme si elle l'avait frappé. Je préfère rester pauvre, dit-elle, la voix tremblante d'une fureur silencieuse, plutôt que de vendre mon âme, même à quelqu'un qui porte les belles paroles comme un parfum. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. L'air entrecrépitait, la douleur, l'incompréhension, la fierté, tout cela tissait si épais que même la brise n'osait pas le traverser. Léon sentit quelque chose bouger au plus profond de lui. Pas de colère. Pas de frustration. Du respect. Un profond respect, un respect bouleversant, pour cette fille qui préférerait vivre sans rien plutôt que de se trahir. Il fit un pas en arrière, lui laissant de l'espace. Je suis désolé, dit-il à voix basse. Je ne voulais pas t'insulter. La mâchoire d'Amira se crispa. Elle ramassa son panier d'herbe et se détourna, la colonne vertébrale raide et inflexible. Léon la regarda partir, un étrange œuf creux s'épanouissant dans sa poitrine. Il lui avait offert le monde, ou du moins une partie. Et elle avait refusé. Non par fierté. Non pas par colère. Mais par loyauté envers quelque chose de bien plus rare, sa propre âme. Alors que le soleil déclinait, teintant les champs de nuances d'or et de feu, Léon resta seul. Il réalisa, pour la première fois depuis longtemps, que l'argent ne pouvait pas tout acheter. Il ne pouvait pas acheter l'honneur. Cela ne pouvait acheter la pureté. Cela ne pouvait acheter Amira. Et, étrangement, à son grand désespoir, cela ne faisait que la rendre encore plus désirable. Ni comme une possession, ni comme une conquête. Mais comme une femme déjà reine dans un royaume qu'aucune richesse ne pouvait atteindre. Au matin, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Au marché, au puits, même dans la chapelle poussiéreuse, des rumeurs fusaient partout où Amira passait. Tu as entendu? La jeune fille vierge l'a repoussée. Elle a refusé un homme riche, vous imaginez? Elle se croit trop bien pour l'argent, celle-là. Amira resserra son foulard autour de sa tête, essayant de se protéger des baskets et des regards curieux. Les villageois ne se donnèrent même plus la peine de murmurer. Une vieille dame de l'herboristerie frappa bruyamment Amira qui passait. Si j'avais une fille comme elle, je l'enfermerais à la maison avant qu'elle ne fasse honte à toute la famille. Deux jeunes hommes près de la boulangerie éclatèrent d'un rire cruel. Peut-être qu'elle se réserve pour un roi, railla l'un. Ou peut-être qu'elle pense qu'aucun homme n'est assez bien pour elle, ajouta l'autre. Leurs rires suivirent Amira dans la rue étroite comme une gifle qu'elle ne put esquiver. À la maison, elle trouva son père assis sur le porche, en train de sculpter une petite flûte en bois. Il leva les yeux à son approche et, l'espace d'un instant, elle le vit, la légère courbure de ses épaules, la lassitude dans son sourire. « Papa » commença-t-elle en posant son panier. Il tapota l'endroit à côté de lui. Elle s'assit. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, seul le léger frottement de son couteau sur le bois emplissait le silence. Finalement, il parla. « J'ai entendu parler du marché aujourd'hui, dit-il doucement. Les mains d'Amira se tordaient sur ses genoux. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne voulais pas. Tu n'as rien fait de mal, l'interrompit-il fermement, la voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Mais il se tourna vers elle, son visage buriné, muet mais bienveillant. Amira, écoute-moi, dit-il.
Le monde a beau vénérer l'or, l'or ne peut pas acheter une bonne nuit de sommeil. Ça ne peut pas acheter la paix. Ça ne peut pas acheter la fierté qu'on porte en soi. Des larmes lui piquèrent les yeux. Elle voulait le croire. Désespérément. Mais la culpabilité la rongeait. Si je n'avais pas été si têtue, dit-elle d'une voix brisée, peut-être qu'il nous aurait aidés. Peut-être que tu n'aurais pas eu à travailler si dur, papa. Son père eut un petit rire sec et rauque. Ma petite, si j'avais besoin de la pitié d'un homme pour survivre, je ne serais pas le père que tu mérites. Amira enfouit son visage dans ses mains. Je voulais juste que les choses s'améliorent. Tu l'as fait, dit-il doucement en posant une main sur la sienne. En restant fidèle à toi-même. Plus tard dans la soirée, Amira était assise seule près du puits, l'air frais chargé d'une odeur de terre humide. Elle observait les villageois au loin, riant, mangeant, dansant, un monde dont elle avait toujours été éloignée. Rester fidèle. Ou s'excuser. Ce choix pesait sur sa poitrine comme une pierre. Elle pouvait retrouver Léon et implorer son pardon. Ravaler sa fierté et accepter les miettes qu'il lui offrait. Peut-être alors les villageois cesseraient-ils de se moquer d'elle. Peut-être alors son père pourrait-il enfin se reposer sans se soucier de l'avenir. Mais elle serra ses genoux contre sa poitrine, sentant le tissu rugueux de sa robe lui gratter la peau. Si elle faisait cela, qui deviendrait-elle? Serait-elle encore Amira? Sa mère, qui la regardait depuis les étoiles, serait-elle fière d'elle? Une fine bruine commença à tomber, de minuscules gouttes argentées saupoudrant ses cheveux. Elle ferma les yeux, laissant la pluie emporter ses doutes, sa honte, sa peur. Je ne suis pas à vendre, murmura-t-elle dans l'obscurité. Ni pour l'argent, ni pour le confort. Pas pour l'approbation de ceux qui n'ont jamais vu ma valeur. Les mots tremblaient, mais ils tenaient. Solides. C'est vrai. Comme la fille qui les prononçait. De retour à l'auberge, Léon était assis à la fenêtre de sa petite chambre, un verre de whisky intact à la main. Il avait aussi entendu les murmures. Vu les regards obliques. Senti le jugement s'infiltrer de chaque recoin du village. Tout ça parce qu'elle avait osé dire non. Il fixait la pluie, la douleur dans sa poitrine s'intensifiant. Elle ne le sait même pas, pensa-t-il amèrement, mais elle m'apprend plus sur l'honneur que n'importe quel précepteur, prêtre, associé. Il reposa son verre avec un bruit sourd. Ce n'était pas fini. Loin de là. Amira avait tracé une ligne dans le sable, une ligne que Léon n'avait aucune intention de franchir. Mais il lui prouverait, d'une manière ou d'une autre, que le véritable amour, la véritable loyauté, existait encore. Même dans un monde aussi brisé que le leur. Léon Harrington avait bâti des empires par la pensée, écrasé ses rivaux d'un regard et signé des contrats valant des milliards d'un simple coup de plume. Il avait conquis des villes, remodelé des horizons, mais il n'avait pas réussi à vaincre l'esprit obstiné et inflexible d'une jeune fille. Il était assis seul à une table météo devant l'auberge Brook, son café noir refroidissant tandis que le village s'animait autour de lui. Et il ne pensait qu'à Amira. La fille qu'il avait regardée dans les yeux, non avec crainte, ni avec avidité, mais avec défi. Elle avait rejeté son offre. Elle l'avait rejetée. Non pas parce qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Mais parce qu'elle refusait d'être achetée. Léon se frotta la mâchoire, sa barbe de 3 jours raclant sa paume. Pour la première fois de sa vie, il ne ressentait plus de colère face au rejet. Il éprouvait du respect. Et une douleur profonde, lancinante, qu'il ne pouvait expliquer. Le lendemain matin, Léon avait pris une autre décision, bien plus téméraire que tous les accords qu'il avait jamais conclus. Si elle refusait son aide directe, il l'aiderait sans qu'elle le sache. Les changements ont commencé discrètement. Le port a été ravagé, la route principale menant au village a été réparée en une nuit par des donateurs anonymes. Le puits cassé, asséché depuis des mois, a été restauré par une association caritative locale inconnue jusque-là. Le toit affaissé du Mbrook Inn a été mystérieusement réparé après une nuit pluvieuse, sans laisser de facture. Même les fenêtres délabrées de l'école ont été soudainement remplacées par du verre neuf et brillant. Les villageois bourdonnaient de confusion et d'espoir. Peut-être que le maire s'est enfin souvenu de nous. Peut-être que c'est de la chance. Peut-être que c'est un miracle. Amira le remarqua aussi, la route lisse sous ses sandales usées, la peinture fraîche sur les murs de l'auberge, les sacs de farine supplémentaires livrés discrètement à la boulangerie. C'était comme si le village reprenait son souffle après des années d'asphyxie.
Mais elle n'avait jamais soupçonné Léon. Pour elle, il n'était qu'un voyageur en détresse, un étranger au regard bienveillant et au sourire discret. Un après-midi, alors qu'Amira nettoyait le perron de l'auberge, Léon passa, portant un sac de provisions pour Monsieur Cobb. Amira leva les yeux, surprise. Toujours là, la taquina-t-elle légèrement, repoussant une mèche humide derrière son oreille. Léon haussa les épaules et déplaça le sac sur son épaule. Peut-être que j'aime le calme ici. Amira sourit faiblement. Pas très enthousiaste pour un citadin. Il lui rendit son sourire, une lueur de douceur illuminant son regard. Parfois, dit-il doucement, la paix est plus précieuse que l'or. Leurs regards se croisèrent un instant, plus longtemps que nécessaire, une conversation silencieuse s'engagea entre eux. Amira détourna la première le regard, les joues rouges. Bon, profitons tant que ça dure. Notre paix ne dure pas longtemps. Léon rit doucement. Je vais tenter ma chance. Cette nuit-là, Léon se tenait à l'orée des champs, scrutant le village plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par quelques lanternes. Il n'était pas assez fou pour croire qu'il pouvait simplement verser de l'argent sur la vie d'Amira comme du sirop sur du pain amer. Non, il ne s'agissait pas de lui donner des choses. Il s'agissait de lui rendre sa dignité, la liberté de rêver, de construire, sans jamais se sentir possédé ou redevable. Il ne voulait pas qu'elle se sente piégée. Il voulait qu'elle vole. Même s'il ne gagnait jamais son cœur. L'aider était suffisant. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Pendant ce temps, Amira, assise à la fenêtre de sa petite maison, observait les étoiles. Elle pensait aux étranges bénédictions qui tombaient dans leur vie, à la volonté ferme, aux nouvelles provisions, aux réparations soudaines. Peut-être. Elle murmura à son père, qui somnolait légèrement dans son fauteuil, peut-être que les choses changent pour nous. Elle n'osait pas trop espérer. L'espoir était dangereux. L'espoir était fragile. Mais au plus profond d'elle-même, sous la fierté, sous la douleur, une petite graine de gratitude commençait à germer. Pas pour l'argent. Pas pour les miracles. Mais pour se rappeler que la gentillesse existait encore, même dans les coins oubliés du monde. Elle l'ignorait encore, mais cette gentillesse avait un nom. Et il était inscrit dans le cœur de l'homme qu'elle avait capturé sans le savoir. Léon Harrington, milliardaire, solitaire, roi des empires. Et maintenant, désespérément empêtré dans la vie d'une villageoise qui ignorait encore qu'elle était déjà sa reine, le village d'Elmbrook s'animait une fois par an, lors de la fête des moissonneurs. Ce n'était pas grandiose, sans lumière scintillante ni musicien célèbre, mais c'était le leur. Les enfants couraient en riant entre les stands, les femmes vendaient des tartes et des confitures maison, et les vieillards jouaient de vieilles guitares près du feu de joie. Amira se tenait près de la fontaine, un plateau de petits sachets de plantes en équilibre sur la hanche. Elle souriait chaleureusement aux passants, leur offrant santé, chance et amour. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Pourtant, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que les lanternes commençaient à briller, Léon Harrington entra sur la place, vêtu simplement d'une chemise en lin et d'un jean, se fondant si parfaitement dans le décor qu'il semblait presque y appartenir. Presque. Le cœur d'Amira fit un bond involontaire. Il avait l'air différent. Plus doux, en quelque sorte. Moins comme une étrangère de passage que comme quelqu'un en quête d'un chez-soi. Léon l'aperçut et sourit, un sourire sincère, lent, touchant. Sans réfléchir, Amira lui rendit son sourire. Il s'approcha, les mains enfoncées maladroitement dans ses poches. « Tu vends de la magie, maintenant ?» la taquina-t-il doucement en regardant les sachets. Amira rit doucement. « Pas de magie. Juste de la lavande et de la menthe. Ça éloigne les cauchemars. C'est du moins ce que disent les grands-mères. » Léon en prit un et le retourna pensivement. « Ça me serait utile, dit-il. J'ai tellement de cauchemars que je ne sais plus quoi en faire. » Sa façon de le dire, d'une voix douce, presque brisée, fit sourire Amira encore plus. L'espace d'un instant, elle voyait au-delà de son beau visage et de ses paroles moqueuses. Elle vit l'homme à l'intérieur, blessé, seul, livrant des batailles que personne d'autre ne semblait remarquer. Elle s'éclaircit la gorge et se força à le taquiner. C'est 5 pièces. Guérir l'âme coûte cher, vous savez. Léon rit, non pas du rire froid et poli dont elle se souvenait de leur première rencontre, mais d'un rire plus chaleureux, plus authentique. Il sortit quelques pièces et les lui laissa tomber dans la main sans discuter. « J'en prends 2, dit-il.
Ils parcoururent le festival ensemble, parlant de tout et de rien. Léon s'enquit des jardins d'herbes aromatiques, sincèrement curieux. Amira expliqua la différence entre la menthe sauvage et la menthe des jardins, son visage s'illuminant de passion lorsqu'elle parla de guérison. « Tu aimes vraiment ça ?» dit Léon en la regardant avec une intensité qui lui fit monter le rouge aux joues. « C'est tout ce que je sais, » dit-elle en haussant les épaules, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Les plantes ne mentent pas. Les humains, si. » Léon serra brièvement la mâchoire, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il lui offrit une pomme au caramel achetée sur le chariot d'un vendeur, qu'elle accepta timidement. Ils s'assirent près de la fontaine, partageant la friandise collante comme de vieux amis. Pour la première fois, Amira oublia qui il pouvait être. Oublier les rumeurs. Oublier les murs qu'elle avait si soigneusement construits autour de son cœur. Alors que le feu de joie était allumé et que la musique emplissait l'air, quelques villageois se mirent à danser. Léon les observa, puis se tourna vers elle. « Tu danses ?» Amira rit d'un rire clair et libre. « Mal. » Léon se leva et tendit la main avec une fausse révérence sérieuse. « Alors, ce sera parfait. Je danse pire. » L'espace d'un instant, Amira hésita. Accepter sa main signifiait plus qu'une simple danse. Cela signifiait ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée à clé. Mais quelque chose dans son regard, quelque chose de brut et de vulnérable, la poussa à tendre la main. Leurs doigts se frôlèrent. Elle se leva, et il la conduisit doucement dans la clairière où d'autres se balançaient au rythme de la musique. Au début, ils dansèrent maladroitement, riant tous les deux et se marchant sur les pieds. Mais peu à peu, leur rire se transforma en quelque chose de plus doux. Leurs mains trouvèrent un rythme. Leurs pas s'alignèrent. Amira sentit le monde se brouiller jusqu'à ce qu'elle ne voie plus que lui. Léon, pas l'étranger. Léon, pas l'homme riche potentiel. Léon, simplement Léon, l'homme qui l'écoutait parler et souriait comme si elle était la seule personne au monde. Alors que la nuit s'épaississait, Amira se retrouva assise avec lui près du feu mourant, enveloppée dans la paix simple du silence partagé. Elle lui jeta un regard en coin. « Tu n'es pas comme la plupart des hommes, » dit-elle doucement, se surprenant elle-même. Léon sourit faiblement. C'est soit un compliment, soit une insulte très polie. Amira rit entre ses dents. Un compliment. Il la regarda alors, la regarda vraiment, et pendant une seconde terrifiante et magnifique, Amira se demanda s'il pouvait percer à jour sa peur, ses espoirs, ses rêves fragiles. Elle détourna vivement le regard, faisant semblant d'ajuster son châle. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient comme 1000 petites promesses. Peut-être, juste peut-être, pensa-t-elle. Toutes les promesses ne sont pas faites pour être rompues. Et peut-être, juste peut-être, Léon Harrington n'était pas l'homme qu'elle croyait. Le lendemain matin du festival, Amira se promena sur la place du village avec un panier d'herbes aromatiques, le cœur encore étrangement léger de la veille. Elle croisa un groupe de jeunes hommes rassemblés autour d'une vieille radio devant la boulangerie, la voix exaltée par l'excitation. « Tu as entendu ?» dit l'un d'eux en fourrant le journal dans les mains d'un autre. « Cet homme qui séjourne à l'auberge n'est pas un simple voyageur. »« Léon Harrington » dit un autre en sifflant. « On a les gratte-ciel de la capitale. »« Quel milliard !» Amira ralentit le pas. Ce nom la frappa comme une pierre en pleine poitrine. Léon Harrington. Le journal se froissait dans les mains des garçons tandis qu'ils le tenaient, et leur taureau, comme le soleil du matin, était une photo de lui. Léon. Ah Léon. Debout sur le balcon d'une immense tour de verre, arborant le même sourire désinvolte qu'il lui avait offert près du feu de joie, Amira avait la bouche sèche. Un magnate milliardaire. Roi fantôme. L'homme qui avait dansé avec elle, pieds nus dans la poussière. Son panier lui glissa des doigts, les herbes se dispersant sur le sol poussiéreux. Sans réfléchir, elle se retourna et courut. Ses jambes la portèrent à travers les ruelles tortueuses, évitant les regards curieux et les commérages, jusqu'à ce qu'elle fasse irruption dans le jardin de l'auberge où Léon se tenait, discutant tranquillement avec Monsieur Cobb. Il leva les yeux à son approche et, l'espace d'une brève et belle seconde, son visage s'illumina, inconscient. Puis il vit son expression. Et la lumière s'éteignit. « Amira » dit-il en s'avançant vers elle. Elle leva une main tremblante, l'arrêtant net. « Non » dit-elle d'une voix rauque. « Non. » Monsieur Cobb, sentant la tempête dans l'air, s'éloigna discrètement. Léon avançait lentement, prudemment,
comme s'il s'approchait d'un animal blessé. Je peux m'expliquer. Explique-moi quoi, rétorqua-t-elle, les poings serrés. Que tu as menti. Que tu as caché qui tu étais. La douleur brilla dans ses yeux. Je n'ai pas menti. J'ai juste, tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre, s'écria-t-elle. Pourquoi, Léon? C'était un jeu pour toi? Sa voix se brisa, chargée de trahison. Non, dit-il sèchement. Ça n'a jamais été un jeu. Il fit un autre pas vers elle, mais elle recula, la distance qui les séparait s'étirant comme une blessure. J'avais besoin que tu me voies, dit-il, plus doucement. Pas mon argent. Ce n'est pas mon nom. Juste moi. Amira secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu aurais dû me faire confiance, murmura-t-elle. Tu aurais dû me laisser le choix. Léon serra les dents. J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui ne voyaient que la fortune, pas l'homme, dit-il. J'étais terrifié à l'idée que si tu le savais, tu me regarderais comme ils le font tous. Et de quelle façon, demanda-t-elle. Comme un prix, dit-il amèrement. Comme un ticket pour sortir de la pauvreté. Comme si je n'étais même pas réel. Le cœur d'Amira se serra douloureusement face à la vulnérabilité de sa voix. Mais son cœur rugit plus fort encore. Tu pensais que j'étais comme eux, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne m'as jamais fait confiance. Léon ferma les yeux un instant, cherchant les mots justes. Je t'ai fait confiance, dit-il enfin en les rouvrant. Plus que quiconque. Mais j'avais peur. La pluie recommença, douce d'abord, puis plus forte, les trempant tous les deux, face à face, leur cœur se brisant sous le poids de la vérité. J'aurais adoré cet homme, dit Amira d'un ton féroce, la voix brisée. Pas le milliardaire. Pas les costumes. Pas l'argent. Léon s'approcha, la pluie ruisselant de ses cheveux, sa voix basse et désespérée. Je le sais maintenant. Mais c'est trop tard, dit Amira en se détournant. Il tendit instinctivement la main, ses doigts effleurant son poignet, léger, à peine visible. Amira, s'il te plaît. Elle se libéra, la trahison trop vive, trop fraîche. Je ne peux pas, dit-elle, lui tournant le dos. Je ne peux pas être une ombre de plus sur ta longue route dorée. Je ne me demande pas tous les jours si tu penses que je suis resté pour l'argent. Les mains de Léon retombèrent impuissantes à ses côtés. Elle s'éloigna, la pluie brouillant le monde en traînées argentées et tristes. Léon resta là longtemps après sa disparition, la tempête intérieure plus violente que celle qui submergeait la terre. Pour la première fois de sa vie, réalisa-t-il, toute la richesse du monde ne signifiait rien. Même si cela lui coûtait sa vie. Les jours qui suivirent la tempête furent empreints de silence. Amira resta loin de la place du village, du festival, de l'auberge. Elle restait loin de lui. Partout où elle allait, elle avait l'impression que les murs murmuraient son nom. Le jardin où ils avaient échangé de discrets sourires. La fontaine où il lui avait offert une pomme d'amour. Le vieux chêne où il l'avait invité à danser. Ces lieux semblaient désormais hantés. Le fantôme de ce qui aurait pu être, ce qui avait presque fleuri avant que la vérité ne le détruise. À la maison, son père l'observait d'un œil calme et inquiet. « Tu n'as pas souri depuis des jours, » dit-il un soir en sculptant de petits lits en bois près du feu. Amira remua doucement le pot de gravats. Il n'y avait pas de quoi sourire. Il posa son couteau à découper et l'observa. « Et ça, c'est à propos de l'étranger ?» Ses mains se resserrèrent autour de la cuillère. « Ce n'est pas celui qu'on croyait, » murmura-t-elle. « C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus grand. » Son père pencha la tête. Et cela changea l'homme qu'il était. Amira déglutit difficilement. « Je ne sais plus. » Pendant ce temps, Léon restait au village, mais gardait ses distances. Il la voyait parfois, de l'autre côté du marché, la tête baissée sous son châle, ses pas précipités comme si la terre elle-même brûlait sous ses pieds. Il avait envie de l'appeler. De lui expliquer. Pour réparer tout cela comme il avait réparé tout le reste de sa vie, rapide, net, décisif. Mais certaines choses ne s'achètent pas. Certaines blessures ne se cicatrisent pas. Et donc il est resté en arrière. Observant. Tapotant. En attente. Les villageois, même s'ils étaient lents à comprendre, commencèrent à remarquer des choses. Ils s'arrangèrent bien. La nouvelle route.
la peinture fraîche sur l'auberge. Au début, ils ont cru à une coïncidence. Alors que les rumeurs allaient bon train, ils commencèrent à assembler les pièces du puzzle. C'était lui, murmura Mama Binta au boulanger un matin. Le riche. Il l'a aidé tout du long. Tout ça grâce à elle, dit le boulanger en désignant Amira d'un signe de tête tandis qu'elle passait, son panier chargé d'herbes. Les murmures changèrent de ton, passant de la moquerie à la culpabilité, du ridicule à la honte silencieuse. Un après-midi, alors qu'Amira passait devant l'école, elle trouva un groupe d'enfants qui tiraient sur ses jupes, brandissant des cahiers et des crayons flambant neufs. « Mademoiselle Amira, regardez » s'écria une petite fille. « L'inconnu nous a acheté ça. » Amira s'agenouilla lentement, le cœur brisé. « Pour toi » murmura-t-elle. La jeune fille hocha la tête, un sourire fier aux lèvres. Il a dit que chaque enfant mérite d'avoir la chance d'écrire ses rêves. Les larmes montèrent aux yeux d'Amira. Léon n'avait pas simplement jeté de l'argent au village. Il avait investi dans leurs espoirs, dans leur avenir. Il avait donné, discrètement. Sans chercher à être félicité. Sans rien demander en retour. Pour elle. Toujours pour elle. Cette nuit-là, Amira était assise sous le vieux chêne, les étoiles froides et lointaines au-dessus d'elle. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, tiraillée entre la colère et une tristesse si profonde qu'elle lui donnait l'impression de se noyer. Elle repensa à ses yeux, à la façon dont ils s'étaient adoucis lorsqu'il la regardait. Ses mains, prudentes, respectueuses, jamais exigeantes. Sa voix, rauque, lorsqu'il avait avoué « J'avais besoin que tu me voies ». Peut-être avait-il fait une erreur. Mais n'en avait-elle pas fait une aussi? En le repoussant sans chercher à comprendre. En courant avant qu'il puisse lui expliquer. Une larme coula sur sa joue, et elle ne prit pas la peine de l'essuyer. De l'autre côté du village, Léon était assis dans sa chambre sombre de l'auberge, le regard perdu dans le vide, scrutant le plafond fissuré. Thomas, son assistant, frappa doucement et entra. « Monsieur, dit-il avec hésitation, l'hélicoptère est prêt quand vous l'êtes. On peut partir demain matin. » Léon ne bougea pas. Thomas essaya à nouveau, plus doucement cette fois. « Tu as fait plus pour cet endroit que quiconque n'en ferait jamais. » « Ce n'est pas une question d'endroit, » murmura Léon d'une voix creuse. Thomas hésita. « Alors reste avec elle. » Léon ferma les yeux. « Je ne peux pas l'obliger à me choisir, dit-il. Et je n'achèterai pas son amour. » Dans les champs vides qui les séparaient, la nuit murmurait des secrets qu'aucun d'eux ne pouvait entendre. Leur cœur battait. Tous deux souffrant. Tous deux se détournaient obstinément de la seule chose qu'ils désiraient vraiment, l'un l'autre. La place du village n'avait jamais rien vu de tel. Des bannières colorées flottaient sur les toits. Une scène avait été dressée, majestueuse et étincelante, entourée d'une marée de villageois en vêtements chauds, et au-delà, chaussures cirées et costumes impeccables, journalistes, fonctionnaires municipaux et l'élite curieuse qui avait suivi les rumeurs jusque dans ce coin oublié du monde. Amira se tenait au bord de la foule, cachée sous un simple châle, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas eu l'intention de venir. Elle avait prévu de rester à l'écart, de se protéger, de préserver les murs qui entouraient son cœur. Mais quelque chose l'avait attirée ici. Un espoir obstiné et perfide. Sur la scène, Léon Harrington se tenait debout. Pas de garde du corps, pas d'entourage, juste un homme face à une mer de visages impatients. Il avait l'air différent, plus fort. Plus triste. Plus réel. Thomas s'approcha de lui avec un micro, mais Léon le repoussa d'un geste. Il n'en avait pas besoin. Lorsqu'il parlait, sa voix était basse, posée, rauque. « J'ai construit ma vie en croyant n'avoir besoin de personne », commença-t-il, son regard parcourant la foule, s'arrêtant, presque imperceptiblement, lorsqu'il se posa sur elle. « Je pensais que le succès se mesurait au tour et au titre. » À la peur dans le regard de mon rival. Quelques rires nerveux parcoururent la foule. Léon sourit faiblement, mais sans atteindre ses yeux. Mais rien de tout cela ne comblait le vide. Rien de tout cela ne me rendait réel. Il marqua une pause, inspirant profondément. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui se fichait de l'empire que je possédais. Quelqu'un qui me regardait, pas mon nom, pas ma fortune, et qui voyait un homme. Les mamans commencèrent à s'agiter. Les têtes se tournèrent. Un miroir se figea là où elle se tenait, incapable de bouger, à peine capable de respirer.
Dans un monde rempli de prétendants, dit Léon d'une voix rauque, elle était la seule vérité. Il descendit alors de scène, sous les applaudissements de la foule murmurante, les yeux écarquillés, stupéfait. Il traversa la place, droit vers Amira. Directement là où elle se tenait, tremblante, les mains serrées autour de son châle. Léon s'arrêta devant elle, le regard fixe, sans broncher. Sans un mot, il s'agenouilla. Les gaz résonnèrent autour d'eux comme des coups de canon. Du coin de l'œil, Amira vit les journalistes de la ville prendre des photos. Elle vit les villageois se couvrir la bouche sous le choc. Mais tout ce qu'elle voyait vraiment, c'était lui. Léon. Pas le milliardaire. Pas le magnate. Juste l'homme avec qui elle avait dansé sous les étoiles. L'homme qui était resté. L'homme qui l'avait aimé discrètement, obstinément, sans rien demander en retour. Léon sortit une petite boîte de sa veste. À l'intérieur, la bague brillait, simple, élégante, non pas une déclaration de richesse tapa accent grave-l'œil, mais une promesse discrète. Il leva les yeux vers elle, son anneau commençant à se voiler à nouveau, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. « Amira, dit-il d'une voix légèrement tremblante, je t'aime. J'aime ta force, ta gentillesse, ton cœur obstiné. » Ses lèvres se tapotèrent, mais aucun son n'en sortit. « Tu n'es pas un prix à payer, continua-t-il d'une voix brisée. Tu es la couronne que je n'ai jamais été digne de porter. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Amira, sans retenue. Léon lui tendit la bague, la main tremblante. « Si tu veux de moi, murmura-t-il, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de ce que nous pouvons devenir ensemble. Veux-tu être ma femme ? » La parole resta figée. Les villageois regardaient, stupéfaits, muets de stupeur. Les journalistes avaient oublié leurs appareils photo. Le temps lui-même semblait attendre sa réponse. Amira le fixait, cet homme fier et puissant, agenouillé dans la boue pour elle, et quelque chose en elle se fendit. Elle retira son châle, le laissa tomber et s'avança. Sans un mot, elle s'agenouilla à son tour, s'affaissant devant lui. Des halètements retentirent à nouveau, plus fort cette fois. Les yeux de Léon s'écarquillèrent, une lueur de panique les traversant. Mais Amira lui prit la main et la serra fermement entre les siennes. « Tu es un imbécile, murmura-t-elle en larmes. Je n'ai jamais eu besoin de ton empire. » Elle pressa sa main contre son cœur. « Je n'avais besoin que de ça. » Léon ferma les yeux, un son brisé s'échappant de sa gorge, mi-rire, mi-sanglot. Et tandis que la foule applaudissait bruyamment, il lui glissa la bague au doigt. Là, au cœur d'un village qui s'était autrefois moqué d'elle. Devant l'élite de la ville, incapable de comprendre. Amira a choisi l'amour. Elle l'a choisi. Elle a choisi l'éternité. Pendant un long et fragile instant, après que la bague eût été glissée à son doigt, Amira resta muette. Elle pouvait à peine respirer. Le monde qui les entourait, les murmures des villageois, le cliquetis des appareils photos, les matrones de l'élite citadine, tout se transforma en un doux bourdonnement lointain. Elle ne voyait que lui. Léon, agenouillé devant elle, non pas comme un milliardaire, ni comme un roi de tours de verre et d'empire. Mais comme un homme portant son âme à ses pieds. « Amira, murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion. Peu m'importe d'où tu viens. Peu m'importe ce que tu as ou n'as pas. Je ne me soucie que de la femme qui a résisté fièrement quand la guerre a tenté de la briser. » Des larmes lui sont montées aux yeux, brûlantes et inépuisables. Pendant si longtemps, elle avait cru que l'amour était un piège. Une transaction. Un mensonge paré de fleurs et de promesses creuses. Mais cet homme brisé, têtu et magnifique, avait brisé ses mensonges par une seule vérité. Il l'aimait. Pas pour ce qu'elle pouvait donner. Pas pour ce qu'elle pouvait devenir. Il l'aimait telle qu'elle était. La voix d'Amira tremblait lorsqu'elle parla enfin. « Je ne veux pas de tes richesses, Léon, dit-elle en clignant des yeux à travers ses larmes. Je ne veux ni de ton pouvoir ni de ton nom. » La foule autour d'eux retint son souffle. Léon baissa les yeux, se préparant au rejet. Mais Amira tendit la main et prit son visage trempé de pluie entre ses mains. « Je prendrai volontiers ton cœur. » Léon leva brusquement les yeux, l'incrédulité scintillant dans ses yeux gris pierre. « Et je l'ai eu, dit-elle avec force, de toutes mes forces. » Un souffle s'échappa de la poitrine de Léon, rauque, abasourdi. Puis il se releva brusquement, l'attirant dans ses bras avec une force désespérée et joyeuse.
La foule explosa, acclamations, applaudissements, sifflements. Mais Amira les entendit à peine. Tout ce qu'elle connaissait, c'était la chaleur de ses bras autour d'elle, le battement régulier de son cœur contre le sien, la façon dont ses mains la serraient comme si le lâcher risquait de le briser. « Tu es ma reine », murmura Léon à son oreille. « Tu l'as toujours été. »« Et toi » murmura-t-elle en souriant à travers ses larmes, « tu es l'homme stupide qui a eu besoin de tout un village pour s'en rendre compte. » Il rit alors, d'un rire profond et spontané qui les traversa tous les deux. Autour d'eux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les villageois, ceux qui autrefois se moquaient, qui autrefois chuchotaient et montraient du doigt, applaudirent et pleurèrent à chaudes larmes. Maman Binta s'essuya les yeux avec le coin de son foulard. Le boulanger leva son verre. Les enfants applaudirent et lancèrent des poignées de fleurs sauvages en l'air. Ils avaient vu la vérité se dévoiler devant eux, brute, imparfaite et éclatante. Et maintenant, ils la célébraient. Non pas parce que Léon était riche. Non pas parce qu'Amira avait conquis un mari riche. Mais parce que, dans un monde de marchandage et de trahison, deux personnes avaient trouvé quelque chose de vrai. Et avaient osé tenir bon. Léon se recula juste assez pour scruter son visage. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Parce qu'une fois que je t'aurai, je ne te lâcherai jamais. » Amira sourit à travers ses larmes. « J'y compte, dit-elle. » Il se pencha et l'embrassa d'abord sur le front, un contact doux et respectueux qui lui fit vibrer le cœur. Puis il embrassa ses lèvres, lentement, avec assurance, scellant la promesse entre tandis que les villageois rugissaient d'approbation. Pour la première fois de sa vie, Amira ressentit le poids de chaque murmure cruel, de chaque nuit solitaire, de chaque doute qu'elle avait jamais porté. S'envoler comme une fumée. Elle n'était plus la jeune fille vierge qu'il plaignait et raillait. Elle était Amira, une femme aimée, choisie et couronnée par quelque chose de bien plus précieux que l'or. Un cœur sincère. Et tandis que Léon la serrait à nouveau contre lui, la tenant contre les applaudissements, contre le monde, contre tout ce qui avait tenté de les détruire, Amira sut sans l'ombre d'un doute qu'elle avait trouvé sa place. Ni dans les murs, ni dans les richesses, mais en lui. Le matin du mariage s'annonça frais et doré, le village baigné d'un doux soleil. Point de salle de marbre, ni de lustre doré, ni d'orchestre symphonique. Seul résonnait le rythme régulier des tambours, le parfum du jasmin frais tissé en guirlande, et la maison d'une communauté rassemblée, non pas par moquerie cette fois, mais dans la joie. Amira se tenait devant le petit miroir de la maison de Mama Binta, les doigts tremblants tandis qu'elle ajustait le simple voile de dentelle qui drapait ses cheveux. Sa robe était désormais confectionnée par des couturiers célèbres. Elle avait été confectionnée avec amour par des mains du village, en coton ivoire, doux et fluide, brodé de minuscules feuilles argentées. « Tu es un rêve » dit Mama Binta en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Amira sourit timidement. « Je me sens comme un rêve. » Dehors, la foule se rassemblait, villageois dans leurs plus beaux habits, invités de la ville en costumes élégants et robes étincelantes, et quelque part parmi eux, Léon attendait devant l'arche fleurie, près du vieux chêne. Le cœur d'Amira battait fort lorsqu'elle prit le bras de son père. « Tu es prête, ma petite ?» demanda-t-il d'une voix chargée de fierté. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Ensemble, ils descendirent le sentier simple bordé de fleurs sauvages, les enfants du village jetant des pétales au vent. Lorsqu'Amira atteignit Léon, le monde sembla s'être arrêté. Il ne portait ni couronne, ni bijoux lourds, juste un costume sombre qui accentuait l'intensité de son regard, et un sourire à faire fondre le soleil. « Tu es venu » murmura-t-il, émerveillé, en lui prenant la main. « Je venais toujours vers toi » murmura-t-elle en retour. La cérémonie était simple, un vœu prononcé d'une voix tremblante, des promesses échangées avec des mains tremblantes. Un baiser qui scellait non seulement un mariage, mais une vie de bataille menée et gagnée ensemble. Alors qu'il se tournait vers la foule en liesse, Léon se pencha légèrement et lui murmura à l'oreille, « Tu as toujours été ma reine. Il fallait que je devienne l'homme que tu méritais. » Amira rit, les larmes aux yeux, et lui serra la main en guise de réponse. Des semaines plus tard, le village s'émerveilla à nouveau lorsqu'une jolie petite boutique ouvrit ses portes au coin de la place du marché. Le havre de paix d'Amira. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de bouquets de lavande, de menthe et de romarin frais. La lumière du soleil entrait par les larges fenêtres, illuminant des panneaux peints à la main offrant guérison, espoir et foyer. Amira se tenait fièrement derrière le comptoir, les mains occupées à mélanger les remèdes, le cœur plus rempli qu'elle ne l'aurait jamais cru.
Léon lui rendait souvent visite, dormant toujours tranquillement, ne s'annonçant jamais, n'attirant jamais l'attention. Il était assis à la petite table près de la fenêtre, sirotant du thé qu'elle avait préparé elle-même, la regardant marcher avec une fierté silencieuse, presque respectueuse. « C'est vous qui avez construit ça » dit-il un après-midi, le menton appuyé sur sa main tandis qu'il lavait ses pots de baume disposés. Elle secoua la tête en souriant doucement. « C'est nous qui l'avons construit » corrigea-t-elle. Il tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. « J'ai seulement ouvert la porte » dit-il. « Tu en as fait un foyer. » La vie n'était pas soudainement parfaite. Il y avait encore des jours difficiles, des incompréhensions et des difficultés, des moments où les cicatrices du passé laissaient planer de profonds doutes. Mais désormais, ils affrontaient tout cela ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Amira restait celle qu'elle avait toujours été, humble, forte, bienveillante. Seulement, elle avait désormais un partenaire qui la voyait pleinement. Non pas comme une jeune fille à sauver, ni comme un prix à gagner, mais comme une femme à honorer. Et Léon, malgré tous ses milliards, était son plus grand trésor, par ses doux sourires qu'il réservait à elle seule et par sa façon discrète de se tenir légèrement en retrait d'elle, la laissant briller. Un soir, tandis que le soleil dardait des reflets dorés sur les champs, ils traversèrent le village main dans la main, passant devant le puits, la vieille fontaine, le chêne qui avait jadis été témoin de leur début brisé. Les villageois leur firent signe de la main. Les enfants couraient en riant autour d'eux. L'air était chargé d'une odeur de terre, de pluie et de renouveau. Léon lui serra doucement la main. « Tu sais, » murmura-t-il, « si jamais tu te lasses de cette petite boutique, je pourrais t'acheter un château. » Amira rit en se penchant vers lui. « Je n'ai pas besoin d'un château, » dit-elle. Il la regarda, l'amour dans ses yeux si intense qu'il lui coupa le souffle. « J'ai déjà tout ce que j'ai toujours voulu, » murmura-t-elle. Et ensemble, ils s'avancèrent vers la lumière déclinante. Deux cœurs meurtris mais intacts. Deux âmes soudées non par l'or ou la gloire, mais par quelque chose de bien plus rare, la vérité. Et l'amour. Si vous avez aimé leur parcours, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires d'amour touchantes.